Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bilan, l'émission qui parle des films que j'ai vus. Et aujourd'hui, on parle de deux films d'animation japonais que j'ai vus à 2 jours d'intervalle. Le premier, c'est Digimon The Last Evolution Kizuna que j'ai vu au Grand Rex. Et le second, c'est Lupin The Third, The First que j'ai vu au Hall de Paris. Donc la vidéo va être découpée en 4 parties. Donc une partie où je parlerai de Digimon sans spoil, puis avec du spoil, puis Lupin sans spoil, puis Lupin avec du spoil. Et comme il y a le chapitrage ici, voilà, vous pouvez directement passer d'un film à l'autre sans vous taper la zone spoiler. De toute façon, j'indiquerai à chaque fois qu'on passera en zone spoiler, je mettrai un petit bandeau, voilà, rassurez-vous, mais de toute façon, au pire, il y a le chapitrage, donc soyez sereins. Et donc, on commence avec Digimon. Donc, Digimon Last Evolution Kizuna, sans spoil. Alors, globalement, je suis pas ultra satisfait du film. Alors, le film en lui-même est excellent. J'ai rien à redire au film, que ce soit en termes d'histoire, en termes de personnages, j'en parle un petit peu dans un spoiler, en termes d'animation, c'est le feu. C'est en fait le film en lui-même, c'est-à-dire le film du point A au point B d'1 h 30, il est super bien. J'ai rien à redire sur le film, il fait le taf, il fait le café, émotionnellement, animation, combat, personnage, encore personnage, j'en parlerai en spoiler, il fait le café. Mais le film est censé être la conclusion de Digimon Adventure. Digimon Adventure 02. Est-ce que ça compte les films d'animation de Mamoru Hosoda, donc celui avec Parrotmon, là, qui est donc l'épisode 0, celui avec Diaboromon, celui avec, comment il s'appelle, Wendy Gomon, et le retour de Diaboromon. Après, je sais plus trop si les films font partie du canon d'Aventure, plus les tri. Et ben, tout cet univers qui a été construit en film et série, et ben, je trouve que Last Evolution Kizuna, moyen. Voilà, c'est juste ça en termes de conclusion finale, le point final d'une méga aventure qui aura duré 20 ans, je trouve ça moyen. Alors, voilà, j'en parlerai un peu plus sans un spoiler, parce que il faudra que je parle du film en lui-même et des liens qu'il y a avec les séries et les films qu'il y a eu jusqu'à présent. Et donc c'est pour ça que j'ai pas aimé. Globalement, le film, pour résumer, on est Taichi des années après, Taichi, Yamato et toute sa bande, des années après la première série. Ils ont aujourd'hui une vingtaine d'années. Tai est à l'université, Matt aussi, ses potes commencent à avoir leur premier boulot. Et ça fait un petit lien avec moi, qui ai connu ça, j'avais 7-10 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Je travaille, donc forcément, le personnage ont grandi avec toi, eux de leur côté, dans leur monde en 2D, et toi dans ton vrai monde, enfin moi dans mon vrai monde. Et donc, les propos qu'ils ont dans ce film me parlent parce que c'est des propos que j'ai aujourd'hui. Et il y a tout un propos sur le fait de grandir. Et donc, grandir, ça nécessite d'abandonner son enfance, son petit côté enfant. Et donc, le film est très intelligent là-dessus. Donc, en plus, il y a un petit côté méta par rapport aux fans de la série de bah c'est bon, vous avez grandi, abandonnez Digimon, passez à autre chose. Ce qui est un peu con parce que maintenant ils font un reboot en même temps. Donc, tu dis, il est bien votre message, mais vous le suivez pas vous-même. Donc, c'est un petit peu con avec le reboot de 2020 là, qui est pas mal, mais alors techniquement vraiment cool, mais en termes d'histoire je trouve que ça va un petit peu vite sur certains points, mais j'en parlerai un jour si je parle de Digimon. Voilà, donc le propos est super bon, émotionnellement ça fait le taf, les musiques, la première fois que t'entends Butterfly dans le film, tu chiales un petit peu, c'est le générique ultime, c'est un des meilleurs génériques de tous les temps, Butterfly, y a pas à chier. Non, franchement le film est super bien, et en fait tous les problèmes que j'ai avec le film, il faudra que j'en parle dans une spoiler, donc tout ce que j'ai à dire, allez voir le film, il est bien. Alors je pense qu'au moment où je sors cette vidéo, il sera sûrement plus trouvable dans les cinémas parce qu'il va sortir jusqu'au 28. Là on est samedi pour moi et je vais sortir ça lundi ou mardi, ce qui fait que le film sera introuvable. Mais s'il sort en Blu-ray, prenez-le. Même moi, ce qui est moyennement aimé le film en termes de conclusion, je l'achèterai parce que le film est trop bien. Et alors c'est un truc que j'ai posté sur Twitter il y a quelques jours, j'espère vraiment, et franchement c'est une prière que j'ai au fond de moi, que le film ait été relativement rentable, qu'il y a eu un petit public, un petit engouement, qui fait que ADN, et alors je peut-être Kazé, je sais pas qui c'est qui aura les supports physiques, Kazé ou Kana, nous sortent la série Digimon Adventure, Adventure 2, Tri, et tout ce qu'il y a un petit peu autour dans un putain de coffret Blu-ray, enfin coffret DVD ou Blu-ray, où t'auras les 2 saisons, les films Tri et compagnie. Franchement, c'est un rêve, j'y crois moyennement,
mais j'espère qu'on l'aura. Parce que si on veut se revoir Digimon aujourd'hui, il y a ADN, et en plus c'est gratuit. Sur ADN, t'as tout gratuitement en VF ou VSTFR. VF pour toutes les séries et Tri que en VSTFR. Peu dommage, Kizuna c'est pareil, c'est que en VSTFR. Je pense que ça coûte plus cher, enfin c'est sûr que ça coûte plus cher en VF. Mais allez le voir si il est encore chez vous au cinéma. Et s'il sort en Blu-ray, prenez-le, le film est super bien. Maintenant, zone spoiler et je vais expliquer pourquoi j'ai pas aimé le film. Zone spoiler de Digimon Last Evolution Kizuna. Si vous n'avez pas vu le film, fuyez jusqu'à la zone de Lupin the Third, The First. Donc voilà, maintenant j'ai prévenu tout le monde, il y aura un petit encart, je préviens. Spoiler, je vais raconter le film. Donc oui, là je vais raconter le film, je vais expliquer un petit peu. Alors je vais mémoire, j'ai des petites notes sur mon téléphone, je vais peut-être regarder un petit peu dessus par moment. Ce que je me souviens du film, je l'ai noté pour pas perdre la mémoire. Déjà le film commence. Première scène, tu prends une méga claque. T'es dans une ville japonaise, tu reconnais un petit peu le quartier de Tai et Kari qu'on voit dans le premier film Digimon avec Parrotmon. Et là, tu vois Parrotmon arriver. Donc le premier Digimon de tout Digimon, en théorie, si tu suis chronologiquement avec le film 0, c'est le premier Digimon qu'on ait jamais vu en termes d'adversaire. Et gros combat avec Angemon, Angewomon, Greymon qui après est Digivolve en Metal Greymon, et après t'as aussi Garurumon qui débarque. Gros combat avec la musique du film 0, donc enfin du premier film avec Parrotmon, avec c'est le boléro si je dis pas de bêtises. Déjà 5 premières minutes j'avais des frissons, je me dis putain, est-ce que on va avoir, alors, parce que j'ai vu les films Tri avant de voir les films Digimon, et à la fin du film, des films Tri, on a un méchant qui travaille pour Yggdrasil, une société, qui dit qui sera le prochain, Diaboromon ou Devimon. Et dans ma tête, quand j'ai vu ça, je me dis waouh, est-ce que Yggdrasil va être le grand méchant du film, et est-ce qu'ils vont pas nous renvoyer tous les méchants de la première série? Donc on va avoir Etemon, Myotismon, les Maîtres des Ténèbres. Franchement, dans ma tête, j'avais ça qui bouillonnait. Pas du tout. Ce qui a un petit peu déjà fait une petite frustration, tu vois, par Parrotmon. Alors c'était épique, hein. Et après, je pense que c'est parce qu'il y a cette théorie dans ma tête qui gambergeait depuis pas mal de temps. Après, on a le générique Butterfly qui fait le café, hein, y a pas à chier. On voit un petit peu ce que sont devenus chacun des Digisauveurs, ou des enfants élus en japonais. Et donc, comme je disais dans la partie non-spoil, Tai est à l'université, il se cherche encore un petit peu par rapport à l'avenir, Yamato aussi. On découvre Sora, on sait pas trop ce qu'elle fait. Bah, si, je sais ce qu'elle fait, quoi, parce que j'ai vu l'OAV où elle a fait des compositions florales. Alors, je sais plus le nom en japonais, c'est un nom, donc c'est la composition florale, comme sa mère. Mimi, elle est en train d'ouvrir son truc de mode. Izzy, il est devenu PDG d'une société informatique. Joe, il est interne. Kari et Teka, ils sont encore au lycée, ils débutent l'université, je pense, ils ont 20 ans. Et voilà, on sait pas trop ce que font les autres Digisauveurs de la saison 2. On les voit vite fait à New York et puis c'est tout. Enfin, on sait que Yolei est en études en Espagne. Les autres, on les découvre un peu plus tard. Et en fait, on voit tout Taichi qui est en train d'hésiter sur qu'est-ce qu'il va faire plus tard. Donc lui et Yamato. Il y a Izzy qui les contacte en disant il y a une nouvelle menace sur Internet. Ça me rappelle un petit peu le film avec Diaboromon. Et pas mal pompé certains plans, alors que donc alors ils présentent aussi des nouveaux personnages qui sont des Américains qui vont enquêter avec eux sur Eosmon, qui est donc ce Digimon venu d'internet, attaque sur lui avec la même équipe que notre jeu de guerre, donc le second film de Mamoru Soda, donc avec Teka, Izzy, Tai, Yamato, donc qui est la team qui a fait le deuxième film, hein, notre jeu de guerre, donc un peu dire, bon, on pourrait un peu renouveler l'équipe, c'est un point que je vais aborder un petit peu après. Combat contre lui, il se défaite, il y a Omegamon en plus, et là il y a le gros cliffhanger, le gros plot du film, c'est que il y a un saut qui apparaît sur le téléphone qui sert de Digivice à tous les Digisauveurs, et on leur dit, ben là en fait vous êtes trop vieux, vos Digimon ils sont un compte à rebours, et à la fin du compte à rebours, fin, vous ne les reverrez plus. Ce qui fait écho avec le fait que les personnages doivent grandir, ils doivent évoluer, ça y est, c'est la fin de leur enfance. Et alors, petit moment où ils disent putain, qu'est-ce qu'on va faire. Il y a Jenai qui arrive. Alors, Tai emmène Agumon avec lui, il l'amène chez lui. Première fois que Agumon vient chez lui, il trouve des magazines porno, il dit c'est des trucs pour adultes, et tu dis ouais, bah mec, t'es un adulte, hein, t'as pu avoir des Digimon. Et là, il y a des moments de réflexion. Il y a Jenai qui arrive, qui lui dit un truc qui n'a plus aucun rapport avec le film. Il lui dit, oui, en fait, les enfants, s'ils ont des Digimon, c'est parce qu'ils ont, quand ils sont petits, ils ont une infinité d'opportunités, ils ont tout à découvrir, tout à faire, et en fait, plus vous grandissez, bah, plus vous fermez des portes. En gros,
quand tu commences à avoir ton choix de carrière, ben, tu te diriges vers ta carrière et tu peux plus, une fois que tu es dentiste, tu peux plus faire mécanicien ou plombier. Alors, tu peux toujours changer de métier plus tard, hein, je dis pas le contraire, hein, mais voilà, ils sont un petit peu dans leur monde. Et Jenny dit, ouais, si tu as des nouveaux potentiels, tu pourras avoir ton Digimon. Et dans ma tête, je me suis dit, bah, Tai, normalement, à la fin de Digimon saison 2, on découvre qu'il est politicien. Et est-ce que le fait de devenir politicien, d'avoir toute cette opportunité de créer des relations entre le Digimonde et le monde réel, ça va pas créer des nouveaux potentiels pour lui? Pareil pour Yamato, qui va devenir astronaute, découvrir l'espace. Il y a un champ de possibilités énorme. Bah non, c'est pas du tout évoqué. Et, fin un peu dramatique. Alors après, j'ai un petit doute sur ce qui se passe ensuite. Oui, il y a Yamato qui enquête parce qu'il a un petit doute sur les deux Américains. Et plot twist, en fait, c'était pas l'homme, mais c'était la fille depuis le début qui était une méchante. Parce qu'en fait, elle avait eu un Digimon étant gamine. Et le Digimon a disparu quand elle est rentrée à l'université. Et elle veut pas que les gens subissent la même chose. Donc elle a créé Osmon pour que tous les Digisauveurs du monde entier puissent être figés dans un Neverland, donc le pays imaginaire. Donc c'est vraiment Peter Pan, le syndrome de Peter Pan, le fait de ne pas vouloir grandir. Donc toujours le lien avec le film. Et donc elle a figé tout le monde dans un monde imaginaire où ils seront toujours enfants avec leur Digimon pour l'éternité. Et donc gros combat entre Yamato et Tai contre ce Digimon là. Il y a des mecs qui... tous leurs potes sont hypnotisés et les affrontent. Après, retournement de situation, tout le monde vient les aider. Gros combat final et nouvelle Digivolution. Là, c'est l'évolution Kizuna. Combat final, clap de fin. Digimon, Gabumon disparaissent. Générique de fin. Et voilà. Alors, petite larme parce que Agumon disparaît, mais je trouve que la disparition de Agumon et Gabumon est un peu osef. Genre, t'as un plan, point. Ça aurait été encore plus mélodramatique de les voir disparaître en mode poussière, un petit peu comme si Thanos les avait clap, voir des petites larmes, parce que Yamato, j'ai pas souvenir que Tai et Yamato lâchent une petite larme. Et ça manque, tu dis, mais si eux ne pleurent pas, pourquoi moi je pleurerais? Voilà, moi j'ai pas senti ce moment-là, ça aurait dû être un moment dramatique pour moi, je l'ai pas senti, peut-être aussi parce que je sentais que ça allait pas être le cas, et en plus, à la fin, Tai qui dit, ouais, on va se retrouver avec Agumon, bah ouais, parce que, alors, est-ce qu'on désacralise la fin de Digimon saison 2 avec le fait qu'ils ont encore leur Digimon et qu'ils ont des enfants, qu'il y a des chips qui ont été plus ou moins approuvés à la fin de la série, notamment Yolei et Ken et Sora et Matt qui finissent ensemble et qu'ils ont des gamins? Eh ben, est-ce que ça on le désacralise? Est-ce que les conclusions des personnages quand ils sont adultes on les désacralise? Voilà, c'est un petit peu ça. Et Tai qui dit ouais on va se retrouver. Et c'est le dernier film. Yo, tu me dis c'est une trilogie de films. Alléluia, on va encore avoir 2 films, moi je suis bien, mais là tu me dis que c'est le point final, et que ça se finit un peu comme ça. Voilà, alors, maintenant je vais expliquer 2-3 points qui m'ont un petit peu déplu, par rapport à ce résumé. Déjà, Yggdrasil, qui a été le grand méchant de la trilogie Tri, et qui n'était pas vaincu à la fin des 6 films Tri, ben on n'en reparle plus, on sait pas ce qu'ils deviennent, et Tri est canon, parce que, à un moment donné dans le film, ils disent « Ah, il y a Meiko !» Donc tu dis Meiko, Tri, donc Tri est canon. Alors, en plus, je parle de Meiko, il y a plein de personnages dans les arrière-plans, les Digisauveurs. Tu vois la petite fille princesse de Paris. Tu vois le mec qui avait un Seadramon qui est américain ou australien. Tu vois même Wallace avec Terriermon et l'autre Wendy Gomon. Enfin, quand ils sont petits. Voilà, il y a plein de petites références à droite à gauche. Un des gros soucis que j'ai avec le film, alors, c'est en tant que fan de Easy et de Kabuterimon et toutes ces évolutions, beaucoup de Digisauveurs n'ont rien. Très clairement, beaucoup de Digisauveurs n'ont rien. T'as Yamato, Tai, vite fait Takeru, vite fait Kairi, vite fait Easy, et après le reste c'est néant. Il y a vite fait les Digisauveurs de la saison 2, mais ils servent à rien. Ils font un petit combat vite fait dans le monde réel, ils ne participent pas à la bataille finale, et alors en plus tout ce qu'ils font c'est ils enquêtent pour Yamato, et en fait ils lui donnent juste du moulin du moulin à vendre en fait, parce que, enfin je sais plus c'est quoi l'expression, mais voilà, ils lui donnent juste des informations en plus, mais qui... De toute façon, Yamato avait déjà son suspect. Il lui dit juste, ouais, t'as raison. Ouais, super, merci, une preuve en plus, vous avez servi à rien. Ils auraient permis de disculper quelqu'un. Encore, ouais. Mais là, en fait, ils ont juste permis à Yamato de se tromper. Encore plus. Ils disent, ouais, l'assistant de machin, il a rien dans son ordinateur, c'est suspect. Bah ouais, c'est suspect parce que c'est un agent du FBI. Il lui aurait dit c'est un agent du FBI, fais attention. Là, ça aurait été intéressant. Ils sont servis à R. Honnêtement, ils ont servi à rien, ces Digisauveurs-là. On peut les enlever du film, ils servent à rien. Et tous les autres aussi ne servent à rien. Sora, elle a 2 plans dans le film où elle dit juste je pue tu te bats de Biyomon. Et après elle dit oh la bataille est finie. Sora ne sert à rien. Joe,
il est interne en médecine, il vient juste dire « Oh, Mimi, elle est malade. Merci, connard. Mimi, elle se fait capturer, elle se fait blesser, elle est dans le coma, elle sert à rien. » Et ce qui est un peu frustrant, c'est que sur les 3-4 films Digimon qu'on a eu, eh ben, Sora, Joe, Mimi, ils ont jamais rien eu. Ils ont jamais brillé. Et c'est un petit peu dommage. Alors si Joe, il a brillé dans un film, il ramène des vélos pour Davis et Ken. Super. Mais Sora, elle a jamais rien fait dans un film. Et je demande pas sur un film d'1h30 qu'ils brillent tous comme un film Avenger de 2h30. Non, mais au moins, j'aurais aimé un final à la Tri, ou à la fin de Tri, quand il y a le grand méchant, ils se digivolent tous, ils sont en mode ultime, ils sont en forme méga, il y a un petit combat, tu vois pas tout le monde se battre, mais tu sais qu'ils sont là. Et ils font leur attaque ultime, et puis après t'as le combat Omegamon qui se bat. Voilà, j'aurais aimé au moins ça, on voit vite fait Togemon, Kakumon et Kabuterimon faire une attaque, ça dure un plan de 10 secondes, on les voit même pas se digivolver. Parce que c'est comme un moment en hype, hein, franchement. Pourquoi on a au tout début, on a Tai qui se digivolve, on voit Greymon et on voit Metal Greymon se digivolver avec les mêmes plans qu'à l'époque. C'est pour la hype. Là, il y avait ce sentiment de hype un petit peu en moins. Et voilà, il y a des petits trucs sur les faits que j'ai un petit peu pas apprécié ça. C'est que voilà, c'est vraiment que tous les personnages ne soient pas traités d'un pied d'égalité. Alors, je demande pas à ce que sur 1h30, comme j'ai dit, ils aient tous un quart d'heure pour se développer. Mais là, il n'y a pas ça. Alors, je sais qu'il va y avoir des OAV, mais... qui va regarder les OAV, franchement, à part les fans hardcore. Voilà, moi j'ai vu celui sur Sora. Honnêtement, il est osef, hein, à part qu'on nous dit qu'elle va faire ses compositions florales. T'apprends rien sur elle en plus. Donc voilà, c'est dommage qu'il y ait autant de personnages qui soient charcutés. Est-ce que j'ai d'autres avis voilà. Ah oui. Le méchant. C'est un putain de doublon de Diaboromon. Parce que c'est... Globalement, le film a à peu près les mêmes mécanismes que pour le film de Diaboromon. Il y a un méchant qui est dans l'internet, on l'affronte, on se fait casser les gueules et on le raffronte plus tard. Avec un compte à rebours. C'est alors, d'une manière un peu différente, mais globalement, les mécanismes sont un peu les mêmes. C'est un petit peu redondant. Alors en plus, avec ce qui a été hyper intelligent, c'est qu'à un moment donné, la méchante dit « Oui, c'est pas la première fois que j'essaie de créer Eosmon, j'ai essayé plusieurs fois, mais il y a que quand il y a une aurore boréale que je l'ai créé. » Ça aurait été tellement ouf qu'elle nous dise qu'elle a créé Diaboromon et que Diaboromon est un échec. Et là j'aurais dit waouh, c'est trop cool. Il y a aussi le fait que, comme j'ai dit, il y a Genai qui vient et qui raconte son truc à taille qui n'a aucun rapport avec la fin. Voilà. Ce qui fait que globalement, il y a des trucs dans le film où je suis un petit peu dubitatif qui ont fait que j'ai pas trop apprécié le film, mais globalement, en tant que film lui-même, il est super bien. Mais c'est vrai que en tant que toute la conclusion de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, je le répète, je suis un peu déçu par ce point final. Si c'est une trilogie, par contre, c'est une porte d'entrée sur 2 autres films qui peuvent être très bien. Je crois pas que ce soit le cas, donc je suis un peu déçu. Et maintenant, on va parler de Lupin the Third, The First. Donc, Lupin the Third, The First, le premier film d'animation Lupin en CGI. Et si je dis pas de conneries, c'est le deuxième film Lupin à sortir au cinéma, mais c'est le réel premier à sortir quelques temps après. Parce qu'il y a eu le film de Miyazaki, mais Le Château Ambulant, c'est plus un film de Miyazaki qu'un film de Lupin. C'est juste mon humble avis sur le sujet. Donc vraiment très content de découvrir Lupin sur grand écran. Alors, j'avais déjà vu du Lupin sur grand écran à la Japan Expo l'année dernière pour l'hommage à Monkey Punch. Et donc là, c'est vraiment la première fois que je vois un vrai film, un film pour le grand écran. Pas juste des épisodes qui ont été mis juste pour faire plaisir à des fans, même si c'était très bien. Super film. CGI au top, les personnages au top, les musiques, voilà, le Lupin, ça c'est toujours au top, hein, tu l'entends 3-4 fois dans le film, ça te fait toujours le taf. Ceux qui ne connaissent pas Lupin, The Third, n'ayez pas peur, allez voir le film. C'est pas parce qu'il s'appelle The Third qu'il y a 2 autres films avant, vous inquiétez pas, c'est juste le petit-fils d'Arsène Lupin, donc le grand cambrioleur, et donc qui fait des crimes. La série, et pour moi, c'est le seul équivalent que je peux trouver, le seul point de comparaison que je peux trouver, c'est James Bond. C'est très clairement un film James Bond dans l'esprit, dans le fait que t'as pas besoin de connaître tous les autres films pour comprendre ce film-là. Il y a 5 personnages principaux dans le monde de Lupin. C'est Lupin, c'est les 2 mecs de sa bande, donc ils sont Daisuke Jigen qui est un tireur d'élite, qui se bat avec un magnum, Goemon qui est un sabreur, il y a Mine Fujiko qui est compagnon rival, qui fait toujours en chier à Lupin, et il y a Zenigata l'inspecteur qui veut l'arrêter. Je vous ai expliqué qui sont les personnages, vous avez toutes les armes pour comprendre le film. Et honnêtement, les personnages sont tellement... Alors, c'est pas un reproche que je vais dire, mais ils sont assez caricaturaux
grands en couleur, ils sont tellement, leurs archétypes sont tellement bien définis, dès que tu les vois, tu te rends compte que tu vois Daisuke Jigen, le chapeau, beau gosse, la clope, le flingue, t'as compris quel était le personnage. Tu vois Goemon, japonais, kimono, sabre, t'as compris quel personnage. Mine Fujiko, gros bonnet, pulpeuse, décolleté, t'as compris le personnage, voilà. Et les personnages sont assez bien définis au niveau de leur cara design et déjà leur comportement que t'as au bout de quelques minutes. Déjà, tu vois l'opening, quand tu vois le Lupin the Third avec l'opening où tu vois tous les personnages défiler, t'as compris les personnages. T'as compris le film, tu vas comprendre le film. Enfin, au moins les personnages du film. Après, tu peux ne pas comprendre le film parce que peut-être qu'il est compliqué, même si je le trouve assez simple. Mais le film est super bien. Il me fait un petit peu penser à Indiana Jones. Alors, je sais plus si c'est les aventuriers de l'Arche perdue ou si c'est la dernière croisade, mais c'est un petit peu la dernière croisade dans le sens avec les épreuves un peu violentes, un peu mortelles, même s'il y a le côté nazi. Alors, spoiler, hein, c'est un mini spoiler, c'est dès le début, hein, de toute façon c'est les premières minutes du film. Le film se passe dans les années 60. Alors ça m'a pas mal surpris parce que les personnages ont quand même un look un petit peu moderne, mais tu les vois déambuler dans les années 60. C'est un petit peu interloqué. Voilà, après c'est censé être l'année de naissance de Lupin the Third parce que Lupin the Third a été écrit dans les années 60-70, donc ça colle un petit peu. Et le film est super bien. J'ai pas d'autres mots, le film est super bien. J'ai adoré, je me répète, la CGI est franchement super propre. Les petits cheveux, tu les vois. Alors, en plus, comme les personnages sont très dans leur design très simpliste, alors c'est pas un reproche non plus, hein, et tu vois direct dans leur design tout leur mimique, leur truc, c'est bien fait. Toutes les petites animations, quand Lupin enlève ses vêtements, qui remonte son slip, c'est trop classe. Les expressions totalement délirantes des personnages, elles sont là. Donc, franchement, le film est super beau, super bien. 1h30, il est en VF. Si vous n'avez pas envie d'aller le voir en VSTFR, si vous voulez emmener vos enfants, allez voir, c'est super bien. C'est une excellente porte d'entrée. De toute façon, n'importe quel film Lupin, plus ou moins, est une bonne porte d'entrée parce que, de toute façon, il y a très peu de continuité. Et celui-là n'a pas de continuité, il n'y a pas d'autres films à voir avant. Vous pouvez en voir quelques-uns, mais de toute façon, il n'y aura aucune incidence sur le fait que, ah, tu te souviens, il y a 25 ans, quand on a fait ça dans le film d'un tel. Non, il n'y a pas ça. C'est vraiment un film pour découvrir. C'est un film pour les fans, un film pour les nouveaux fans, un film pour les anciens fans. C'est un super film. Allez le voir. C'est pour les petits et grands. Il y a un petit peu de violence, mais c'est de la violence à un Lupin. Hein. Franchement, il n'y a pas de sang, il n'y a pas une seule goutte de sang. Et pourtant, il pourrait y en avoir. Mais non, c'est vraiment pas. Si, il y a peut-être un mort dans le film en tout. Et encore. Il y a une scène de sang quand même. Il y a une petite scène de sang, donc c'est un petit peu violent, mais une scène sur 1h30, ça va. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le film Lupin en mode non-spoil. Sur la partie spoiler, on va refaire comme pour Digimon. Je vais récapituler grossièrement tout le film. Donc le film commence avec dans les années 40-50, donc on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui s'enfuient avec un livre en or, et il y a une course-poursuite avec des nazis qui tuent les gens, qui laissent un enfant vivant, j'allais dire mourir, non, vivant. On avance 10-15 ans plus tard, on est dans les années 60, Lupin vole un livre, qui était donc le fameux livre qui avait été emmené par les gens dans la voiture, qui avait été caché, abandonné dans la forêt, il l'avait jeté en pleine course-poursuite. Donc Lupin le vole, quelqu'un le vole aussi, Mine Fujiko le vole, tout le monde se le vole, Zenigata débarque, il capture Lupin dès le début. On découvre que Mine Fujiko bossait pour les nazis qui ont commis l'attaque au tout début du film. Il y en a un qui a survécu, c'était un vieux qui boitait, tu l'as reconnu parce qu'il boitait à la fin de la course-poursuite, et donc tu le vois toujours boiter. Dès le début, tu te rends compte que la fille qui était avec Lupin, qui s'appelle Laetitia, c'est la petite fille qui a survécu, et tu le vois à des milliers de kilomètres, mais bon, le film s'en cache pas du tout, je pense, hein. Et donc, ça forcément, elle a un lien avec le livre, parce que c'est son grand-père qui a écrit le livre, donc forcément, c'est important. Mine Fujiko qui travaille pour les nazis, mais qui se fait capturer, parce que voilà, forcément, c'est Mine Fujiko, elle veut niquer tout le monde, donc elle se fait elle-même un petit peu avoir. Donc Lupin, qui est toujours en prison, se fait libérer par sa bande, donc Daisuke Jigen et Goemon, qui font une putain d'attaque. Ils sont à deux dans leur petite mini jaune, ils arrivent, Goemon coupe la voiture en deux, enfin le camion de police en deux, Lupin s'évade, Daisuke qui tire, il fonce des panneaux, enfin c'est génial. C'est totalement désabusé, mais c'est ça Lupin. Hein. Franchement, si avec ça, je vous raconte que le mec qui peut couper un avion en deux, si vous trouvez ça totalement débile, c'est Lupin, hein. C'est totalement débile à ce niveau-là. Donc après, Lupin retrouve la fille qu'il avait vue pendant son vol, et donc ils vont collaborer pour essayer de trouver le secret de ce fameux livre avec un cadenas, qui a un lien avec Lupin, parce que finalement, c'est dit que son grand-père aurait créé ce mécanisme, et que le livre qui est à l'intérieur a été écrit par le grand-père de la fille. Ils vont s'associer, ils vont redécouvrir un truc qui s'appelle l'éclipse, donc qui est une arme secrète antique.
ça rappelle un petit peu Indiana Jones et les aventuriers. Non, c'est pas les Temples perdus. C'est le premier film, j'ai plus le nom. Temple maudit, oh, je sais plus. Bon, c'est le premier film Indiana Jones avec les nazis en plus, ce qui fait encore écho. Et donc, grosse course-poursuite, il y a ils infiltrent, ils désinfiltrent, ils s'évadent, enfin voilà, il se passe plein de petites choses. La scène où Mine Fujiko s'évade, on va faire un gros... Tiens, oh regardez, j'ai des seins, venez me ploter. Le mec qui fait oh, ça fait toujours rire, elle s'évade, Lupin s'évade avec la fille, Laetitia, ils retrouvent des Tsuge, alors j'aime bien, c'est qu'ils sont dans les airs, ils sont en train de plonger, tu te dis, ils vont faire comment? Et là d'un coup, tu vois la voiture débarquer, tu fais, quoi? Il fait, ouais, on voulait vous aider. Je fais, c'est n'importe quoi, mais c'est génial. Les Allemands, enfin les nazis continuent. Ils découvrent le secret, l'éclipse, donc il y a une arme ultime qui crée les trous noirs. Et retour, après il y a plein de retournements de situation, c'est que Zenigata va les aider. Parce que Lupin l'appelle. J'ai un peu moins le film en tête que Digimon, parce que Digimon j'ai pris des notes, là j'ai moins pris de notes pour Lupin. Après, ouais, il y a un plot twist sur le fait que Hitler est encore en vie, mais en fait c'est un mytho. Et donc les Allemands ils se font avoir, et le combat final, et fin du film. Voilà, globalement le film est super bien. Il y a des trucs qui sont prévisibles, notamment le fait que, quand à un moment donné, quand il y a un code secret, ils disent ouais, il y a 5 lettres différents, et il y a 8 caractères à mettre, mais il n'y a que 5 lettres différents. Tu te dis, ben la fille s'appelle Laetitia, L-A-E-T-I. Ben, c'est toutes les lettres qui composent Laetitia, c'est un prénom avec 8 caractères. Globalement, c'était facile, mais bon, le film se destine pas à des adultes de 25-30 ans, il se destine plutôt à des enfants, donc forcément tu fais pas les trucs trop compliqués. Voilà, je vais pas dire que c'est parce que ça s'appelle comme ça que c'est pas subtil. Voilà, ça reste un petit film, voilà, c'est pas fait pour c'est pas pour prendre la tête pendant 3 heures, c'est pas un jeu vidéo, forcément, faut que ce soit assez simple, c'était assez simple et subtil, mais voilà, globalement, le film est très bien, très grand spectacle, des bonnes scènes d'action, la scène où, comme je dis, il y a une scène où il y a trois grosses scènes d'action, il y a une scène où Goemon et Daisuke Jigen permettent à Lupin de s'évader, génial. La scène où il s'enfuit en avion et qu'il y a l'avion nazi qui décolle et que Daisuke tire 2 balles, il explose des réacteurs et que Goemon saute, il fait la même chose et il fait c'est ça le style de mon style de mon épée et qu'il s'envole et que l'avion après elle a fait flouk, c'était génial. Et la grande scène finale où ils infiltrent la base nazie et que chacun fait son petit combat, que t'as Lupin qui fait le con, Tetsuge qui tire partout, Goemon qui coupe tout le monde, Mine Fujiko qui est avec une sulfateuse et Zenigata qui est avec ses menottes, qui fait un coup de lasso. C'est génial. Franchement, le film est super bien. Allez le voir. Si vous connaissez pas Lupin, excellente porte d'entrée. Si vous êtes surkiffé après la licence, allez voir. Je crois qu'il y a la série Lupin the Third, l'aventure italienne qui est sur Netflix, Wakanim, et qui est disponible en physique chez All the Anime, qui est un Lupin plus proche légalement que de ce qu'on a en France. Il y a Black Box qui a édité la première saison, je ne l'ai pas encore vue. Et ils ont aussi édité une femme nommée Mine Fujiko qui est un peu plus sombre, un peu plus, entre guillemets, seinen, on va dire ça se veut un Lupin un peu plus sombre, un peu plus adulte, un peu plus noir, qui est suivi par les films de... Ah, j'ai plus son nom. Les films, j'ai plus le nom du réalisateur, excusez-moi, qui s'appelle Le tombeau de Daisuke Jigen et La gerbe de sang de Goemon, qui sont des films qui durent 40-45 minutes et qui sont super bien, très violents. Par contre, là, il y a beaucoup de sang. Il y a des scènes de gunfight où les mecs ils se prennent des bastos, ils pissent le sang, ils se coupent les bras. C'est ultra violent, mais à voir absolument si vous êtes très fan de Lupin et que vous voulez découvrir un truc un peu plus, entre guillemets, adulte. Même si j'apprécie vraiment ce film, même pour son côté un petit peu funky, enfantin. Voilà, allez voir Lupin, allez voir Digimon, les deux films sont très bien. C'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, likez, partagez, commentez la vidéo. En description, il y a mon Discord, mon Twitter, mon Instagram. Et moi, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.